Enfin, tu peux pas être bon quand tu lances un truc, tu peux pas être bon en tout. Ça, faut l'accepter et voilà, t'essayes de faire de ton mieux et c'est tout. Et puis après, quand tu as un peu plus d'argent, bah, tu peux prendre des personnes qui sont expertes en copywriting pour faire tes pages de vente, tes machins. Tu peux prendre quelqu'un qui est un graphiste ou un développeur pour faire tes sites super bien. Mais tout ça, ça se fait après, quoi. Ça se fait quand tu as un peu plus de capital. Et ça t'empêche pas. Mais tout ça pour dire, ouais, c'est l'ignorance. Pour moi, l'ignorance, faut essayer et pour se rendre compte soi-même, en fait. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. Tu connais, c'est Apache. Clique sur la cloche, abonne-toi parce que de toute façon, et mets un like parce que de toute façon tu vas aimer ce qui va se passer. Donc là tu vois, interview successful ou pas? Hein? En face. Ça fait plaisir, comment ça va? Ça fait plaisir, bien et toi? On est là. Je suis accompagné de Julien. Là, tu te dis, mais comment c'est possible et tout? C'est la pandémie, comment ça se fait qu'il fait des interviews face à face? On est plus sur Zoom ou quoi? Non, t'inquiète pas, tonton, on a rencontré Julien. J'avais déjà rencontré, ça fait un moment qu'on s'est déjà rencontré, je pense. Ça fait un peu plus même, non? 2-3 mois, ouais. Putain, le temps il passe, ouais. c'est un truc de ouf. Ouais, non, c'est vrai. C'est un truc de ouf. Donc, du coup, tu vois, il y a des entrepreneurs en Colombie, je t'ai dit qu'il n'y avait pas beaucoup de Français. Il y a des Français, mais pas beaucoup d'entrepreneurs. Enfin, je sais pas, moi, à ma connaissance, parce que t'en penses, toi? Bon, après, ça dépend. Des trucs en ligne, peut-être moins, mais des business un peu plus physiques, ouais, un peu plus, ouais, restaurant, tout ça, ouais. Ok, ça marche. Bon, du coup, Julien, lui, il est sur Internet. On va avoir un petit peu sur l'histoire. Tu connais le principe d'une interview successful. Vas-y, présente-toi un petit peu, et puis dis-nous un petit peu où est-ce que tu as grandi, où est-ce que tu es né, et puis on va remonter un petit peu comme ça. Ça marche, ouais. Bah, moi, du coup, je suis né à côté de Nantes, donc en France, à Nantes. J'ai grandi jusqu'à mes 21 ans, j'étais à Nantes, je suis resté toujours à Nantes. J'ai fait quoi? J'ai fait des études jusqu'au BTS. Donc ouais, j'ai pas eu mon BTS d'ailleurs. Ouais, c'est bien ça. Et après le BTS, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que justement, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Et du coup, j'ai voulu quand même essayer de travailler avec. Voilà, j'ai quand même voulu de trouver un stage en alternance pour une licence. J'avais cru comprendre que c'était possible de pouvoir faire un stage en licence, même si tu n'avais pas le diplôme BTS. Donc j'avais commencé par ça, mais j'ai pas réussi à trouver d'entreprise. Okay. Et du coup, après, par la suite, il fallait que je travaille. Donc j'ai commencé à travailler dans des trucs qui me plaisaient pas du tout, hein. C'était travailler à la chaîne, mais bon, il fallait bien que je gagne ma vie, parce que voilà. Et après ça, je suis parti la première fois d'ailleurs en Colombie à mes 21 ans. Ah ouais? C'est vrai. Comment ça se fait? Attends, mais déjà ton BTS c'était un BTS quoi? Assistant de gestion. Ok, et donc du coup, tu as commencé à travailler? Après. Ouais. Juste après. C'était pas en alternance, ça, c'était juste études pures. Et après, justement, le BTS, j'ai essayé de trouver un stage, ça n'a pas marché. Et du coup, j'ai commencé à travailler 6 mois. Donc après, j'ai pu avoir le chômage. Et j'avais un pote qui faisait un échange universitaire en fait à Bucaramanga en Colombie. Et il m'a dit, vas-y Julien, là tu fais de la merde en France, tu fais un truc qui te plaît pas, viens ici, on va monter un truc, tu vas kiffer, la Colombie c'est trop bien machin. Et je me suis dit, ok, vas-y, pourquoi pas. Et je suis parti en février 2016 en Colombie, j'avais 21 ans. Truc de ouf. Voilà. Okay. Et donc du coup, vas-y, t'arrives ici. Et donc du coup, j'arrive ici et en vrai, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé le pays dès le premier mois. En fait, au tout début, je m'en souviens, mon pote, il me disait, vas-y, parce qu'en gros, il y avait un projet. Il me disait, on va venir en Colombie à Bucaramanga et on va importer du vin, on va créer une entreprise. Et je m'en souviens, mon pote, dès la première semaine, il me disait, ah, vas-y, Julien, on investit direct. Je suis, attends, je viens d'arriver, je veux voir si ça me plaît, j'ai pas envie d'investir et après, repartir en France que ça me plaît pas, je me sens pas bien, machin. Et au final, franchement, dès le premier mois, j'ai fait, vas-y, mais c'est trop bien ici. Même si je parlais pas espagnol, à l'époque, je parlais pas du tout espagnol. J'ai trop kiffé. Et voilà. Et du coup, pour la faire court, on a créé l'entreprise, entre guillemets. Je suis resté 2 ans et demi, de 2016 à 2018. Ah ouais, quand même. Ouais. Je savais pas ça. Ok. Et du coup, je suis resté 2 ans et demi, de 2016 à 2018. On a créé l'entreprise de vin, une vraie galère. Ouais, pourquoi c'était galère? Parce que l'administratif en Colombie, c'est super lent, il faut avoir des contacts pour que ça va plus vite.
Donc c'était un peu compliqué. Et puis en plus, on a voulu faire tout par nous-mêmes. On a créé l'entreprise nous-mêmes, alors que normalement tu passes par un avocat ici, c'est plus simple. Mais bon, vu que nous on avait un petit budget, on voulait pas. Puis mon pote qui était un peu plus débrouillard, qui parlait espagnol, il a voulu le faire. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et au final, on a pu réussir à créer l'entreprise. Ça a mis quand même. En tout, ça a mis 1 an le temps de créer l'entreprise et d'importer faire la première importation de vin. Ok. Et du coup, on a vendu du vin à Bucaramanga et à Carthagène, donc deux villes en Colombie. Et donc du coup, on a vendu une première palette. C'était une palette de 660 bouteilles. Voilà. Et après ça, on s'est dit ok, ça marche pas trop mal. On arrivait bien à vendre les bouteilles aux restaurants ou aux hôtels. Et aux clubs privés, je sais pas si tu as déjà entendu parler. Ici, les clubs privés, golf, tennis, machin. Et là, c'est un peu les gens qui sont huppés. On allait là-dedans. Et le problème, c'est qu'eux, derrière, les restaurants, les hôtels, ils avaient du mal à vendre nos bouteilles. Donc en fait, nous, on arrivait bien à les vendre aux restaurants et tout, mais ils n'arrivaient pas trop à vendre leurs bouteilles. Parce que en fait, nos prix étaient un peu plus chers que des vins chiliens ou argentins, vu qu'il n'y avait pas à traverser la... Voilà, et au final, pour la jouer court, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu importer deux autres palettes. Donc, une fois qu'on avait vendu la première, on s'est dit, vas-y, on en importe 2 autres. On fait Barranquilla, Medellín. Okay. Sauf qu'on a juste pu faire Barranquilla. Enfin, on avait commencé à s'installer à Barranquilla. Et en fait, là, on a eu un problème. On nous a confisqué le vin pendant 6 mois. Problème de corruption un peu compliqué. Ils nous avaient confisqué le vin sans même appeler. Normalement, la loi, c'est ils doivent appeler le représentant légal. Le représentant légal va à l'endroit où ils veulent récupérer le vin, on compte les bouteilles et après ils embarquent. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils sont arrivés, ils ont appelé personne, ils ont tout pris. Nous, on savait même pas c'était qui avait pris le vin et voilà. Et du coup, pendant 6 mois, ça a été une lutte acharnée à Barranquilla pour essayer de récupérer le vin. On a fini par, je te passe les détails, mais en gros, on a. Non, je veux savoir les détails. Ouais. Bah en gros, pendant 3 mois, du coup, on allait toujours au même endroit. Ça s'appelle la Hacienda, la Secretaría de Hacienda. C'est un peu le conseil en France. Ça pourrait être la traduction du conseil un peu conseil. Bon bref, une entité, je sais plus comment ça s'appelle. Et bref, on allait tous les jours là, à cet endroit-là, pour demander le vin, comment que ça se passe. Et en fait, ils nous faisaient tourner en rond. Et nous, on comprenait pas trop. Parce que du coup, ils étaient très gentils avec nous, machin, mais ça avançait pas. Et au bout de 3 mois, on a réussi à avoir un contact qui connaissait des gens à l'intérieur de l'immeuble. Il nous a dit voilà, ça c'est l'avocat qui va se charger de vos dossiers, il va vous aider à récupérer le vin. Et on s'est dit vas-y, trop cool, super, enfin une bonne nouvelle, machin. Et en fait, l'avocat, encore plus pourri que les autres, il nous disait ouais, alors il manque ce document, faut payer 20 000 pesos. Des trucs à la con, 20 000 pesos c'est 5 euros. Donc c'était des trucs à la con, mais ils nous faisaient perdre du temps, de l'argent, parce qu'à chaque fois il fallait se déplacer là-bas. Et au final, il nous a peut-être carotte, je sais pas, 200 000 pesos, qui correspond à 50 euros. Donc que dalle, mais on a perdu 3 mois de plus. Bah oui. Et au final, on a pu récupérer le vin, mais le vin en général, pour garder du vin de bonne qualité, il faut qu'il soit dans une bonne température. Et le problème, c'est qu'à Barranquilla, il fait 35 degrés et nous, on savait même pas où ils avaient mis le vin. Et c'était dans une grange où il n'y avait pas de clim. Donc, on s'est dit, putain, le vin, quand on va le récupérer, ça va être je sais pas ce que ça va être, mais du jus de raisin. On s'est dit, ce vin-là, je sais pas comment on va faire. Et on a pu récupérer le vin. On l'a goûté. Je me souviens de la première bouteille que j'avais goûtée avec mon ex-copine d'ailleurs, de Barranquilla là. Et le vin pas ouf, mais il y avait des bouteilles où ça passait et d'autres où c'était invendable en fait. Et du coup voilà, au final à la fin de l'histoire, ce qui s'est passé, c'est qu'on a vendu du coup que les bouteilles qui étaient à peu près bonnes. Enfin, on connaissait un importateur de vin à Bogota, okay, qu'on avait rencontré une fois. Et on lui avait dit, écoute, nous, parce qu'entre-temps, on était 3 potes. Entre-temps, il y en a un qui s'est barré en France parce que ça le saoulait, on n'avait plus de thunes, voilà, c'était compliqué. Ouais. Et du coup, il n'y avait plus que nous deux, dont un qui était à Bucaramanga, moi qui étais à Barranquilla. Et du coup, on a vu avec l'importateur. Et l'importateur, on a eu un accord comme quoi s'il y avait des vins qui n'étaient pas bons, on déduirait. Donc on lui a tout vendu et puis on est revenu en France. On est revenu en France parce que, après ça, moi j'ai voulu faire prof de français parce que je voulais à tout prix rester en Colombie. Ouais. Donc je me suis dit, vas-y, je vais tout faire pour faire prof de français. J'étais à Santa Marta, et impossible parce qu'il fallait avoir un diplôme. Donc voilà, j'ai comme eu des pistes d'ailleurs à Medellín, mais au final ils m'ont refusé après l'entretien.
Et non, et après ça, je me suis dit, bon, voilà, t'as plus de thunes, t'as pas de taf, là, faut que tu fasses quelque chose. Donc voilà, rentre en France. Donc je suis revenu en France, j'avais 1500 € peut-être. Mais t'as fait comment pour vivre pendant tous ces moments où tu vendais pas de vin et tout? On vendait du vin, mais c'est vrai que normalement, en fait, les palettes qu'on a importées, c'était à crédit. Donc le fournisseur français qu'on avait en Alsace, il nous les faisait à crédit. Nous, on payait juste le transport et c'est tout. Mais comment on faisait? Moi déjà, quand je suis arrivé en Colombie, j'avais quand même à peu près 10 000 €. Okay. 10 000 € de capital. Et j'ai dû investir dans l'entreprise, etc. Et après, j'ai eu pendant 6 mois, ou même peut-être un peu plus, du chômage. Donc c'est pour ça que j'ai pu vivre pendant 2 ans et demi. Mais à la fin, tu vois, il me restait 2 000 € peut-être. Ouais. Je suis revenu en France, j'avais même pas de voiture parce que j'avais vendu ma voiture avant de partir en Colombie. Ouais. Et du coup, là, j'ai dû recommencer à travailler. Et en vrai, c'était exactement quand j'ai commencé à… Au début, mes parents ils m'ont dit « Oh, mais c'est bon, là, maintenant tu parles espagnol, tu as importé du vin, donc tu vas peut-être pouvoir trouver un travail intéressant. » J'ai fait « Bah ouais, grave !» Et en vrai, pas du tout. Pas du tout. Pourtant, j'y ai donné du cœur. Pendant 3 mois, j'ai démarché plein d'entreprises, j'ai même passé des entretiens. Mais ce qui manquait, je sais pas ce qui manquait, mais en tout cas, peut-être déjà, j'avais pas le diplôme. Voilà. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas réussi à avoir un travail qui était un minimum intéressant et il fallait que je travaille parce que j'avais plus d'argent. Du coup, ils m'ont mis à des postes et c'était au final les mêmes postes, le même travail que ce que je faisais avant de partir en Colombie. Qui t'a mis? Les agences d'intérim. Ah ok, en France. En France, ouais. Okay. Et quand j'arrivais à l'endroit, je me suis dit mais en fait, c'est exactement le même endroit qu'avant de partir, ce pourquoi je suis parti en fait. Et du coup, j'ai dit ah c'est mort. Donc je me suis dit autant pour faire avec tout le respect que je dois, mais bon, quitte à faire un travail qui me plaît pas, autant que je le fasse dans un autre pays pour apprendre une langue. Donc du coup, je suis parti à Dublin parce qu'il y avait un de mes 3 potes qui était en Colombie qui était aussi à Dublin. Okay. Et je me suis dit comme ça, on va se rejoindre, ça va être cool machin. Et c'est ce qui s'est passé. Donc je suis resté 9 mois à Dublin. J'ai travaillé pareil dans un restaurant au début pour laver des plateaux. D'ailleurs, hein, je lavais des plateaux parce que je parlais pas anglais, donc du coup, fallait que je fasse un truc où il y a pas besoin de parler. Okay. Donc j'ai fait ça pendant 2 mois, je dirais. Après, j'ai commencé à servir la bouffe aux étudiants. Je me souviens, c'était un restaurant universitaire. Et après, au bout des 3 mois, je parlais un peu mieux anglais. Je me suis dit, vas-y. En vrai, c'est pas un travail non plus qui me plaît. Je vais essayer d'avoir un meilleur. Et là-bas, à Dublin, il y a pas mal de grosses entreprises, genre Google, Facebook, des grosses entreprises qui sont là-bas et qui recrutent des Français. Mais du coup, c'est pour parler français. Et je me suis dit, écoute, ça sera toujours mieux que ce que je suis en train de faire là, même si je vais pas trop apprendre. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai travaillé pour une première boîte où je recrutais des Français donc en français, hein, je parlais français, pour aller travailler au Portugal ou en Grèce ou machin. Et après, j'ai travaillé pour une boîte, un sous-traitant de Google. Donc ça me plaisait pas plus que ça en vrai. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé le dropshipping. C'est à ce moment-là que j'ai commencé le dropshipping. Comment t'as fait déjà pour connaître le dropshipping? YouTube, j'avais tapé, je crois que j'avais tapé, je sais plus, site internet ou création de site internet. Ça m'intéressait de savoir comment faire des sites internet. Et j'étais tombé, le premier gars sur lequel tu te souviendras peut-être, c'était Julien Gallois. Ça te parle ou pas? Non. Julien Gallois, non? C'était, il fait plus du tout de drop et maintenant il est un peu en mode chaîne YouTube spirituelle, je sais pas trop quoi. Et du coup, je suis tombé sur lui. Et en fait, le problème, c'est qu'après avoir tombé sur lui, je suis tombé sur tous les autres. Okay. Tu vois, donc Léo Guillot à l'époque, Yomi Denzel, il commençait. Voilà, je crois que c'était à peu près tout. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est trop bien ça, le dropshipping. Faut que j'essaye, machin. Mais le problème, c'est que je me disais, mais c'est entre tous ces formateurs, lequel choisir? Du coup, je regardais sur Internet, je me disais Yomi, arnaque, machin, pour voir si c'était… Et en vrai, impossible de vraiment se donner une idée, quoi. À l'époque, Yomi n'était pas connu comme il pourrait l'être maintenant. Et au final, j'ai bien senti, j'hésitais avec un autre, je sais plus comment il s'appelle. Et au final, j'ai pris Yomi. J'ai pris Yomi parce que je le sentais bien. J'avais pu économiser un petit peu, j'avais 3 000 € sur mon compte, du coup j'avais payé la formation 1 000 €. Et du coup, je restais en Irlande, je travaillais et l'objectif c'était avec les revenus que j'avais, démarrer petit, on verra quoi. Ouais. Et j'ai eu de la chance parce que, pas le premier produit, mais ça c'était fin 2018, j'ai acheté la formation de Yomi. Ok. Et tu t'es pas dit que c'est une arnaque, le dropshipping, c'est pas possible de gagner de l'argent? Non. Jamais pensé comme ça? Non. Et tu t'es pas… Combien de temps t'as pris entre savoir… prendre la décision existe et acheter une formation? Parce qu'il y a des gens, ils achètent jamais une formation. 1 mois.
Ah ouais, putain. Ouais, un mois, ouais. Et Même peut-être moins. Ah ouais, mais comment ça se fait que tu te dis, ouais, faut que je me forme, j'ai investi? Parce que ce que je faisais, ça me plaisait pas. Je voyais très bien que le travail dans lequel j'étais, même s'il y en avait, ok, j'aurais pu évoluer un petit peu, mais non, ça, c'était pas. Déjà, j'avais pas envie de rester à Dublin, même si j'aimais bien Dublin, mais je me voyais pas rester à Dublin 10 ans. Ouais. Et non, et je me disais non, faut que je tente des trucs, c'est pas ça la liberté, faut qu'on essaye des trucs. Et tu t'es pas dit, ouais, vas-y, je vais prendre que des vidéos gratuites, je vais essayer de faire ma boutique de mon côté, je suis trop malin? Non, je me suis pas dit ça non plus. Je me suis dit, vas-y, j'achète la formation, on verra bien. Et non, et au final, j'ai créé ma première boutique. Parce que c'est vrai, quand tu commences, j'ai mis 1 mois et demi à faire ma première boutique. Okay. Au final, pour même pas la lancer, je me suis dit, non, en fait, c'était une boutique de montres classiques. Et je me suis dit, en fait, non, tout le monde fait ça, c'est rien que je la lance. Voilà. Et après, en janvier, je me suis dit, je veux faire un peu des trucs différents. J'ai lancé ma première boutique qui était des espèces de connecteurs qui remplacent les câbles HDMI, mais par Wi-Fi. Comment on appelle ça déjà les... Adaptateur? Ouais, enfin bref, un truc Wi-Fi. Et j'ai essayé de vendre ça, ça n'a pas du tout marché. Et après, j'ai fait mon deuxième site, c'était des fers à lisser. De toute façon, moi, je m'en fiche un peu de le dire maintenant. C'était des fers à lisser lisseur boucleur, 2 en 1, et en respectant exactement la formation de Yomi, il disait à chaque fois, je respectais tout à la lettre, et je l'ai lancé sur le marché français et ça a super pris, et d'ailleurs mes parents m'ont aidé, je tiens à le dire, parce que des fois, moi j'avais que 2 000 € et j'ai scalé mon truc, mais j'avais pas assez de cash flow parce que Stripe il te reverse toutes les semaines, ouais. Et du coup moi je chantais que c'était le produit winner, ça se voyait dès le début. Et j'ai dit à mes parents, ils ont dû me prêter 2 000 – 3 000 € le temps que ça fasse le temps de récupérer l'argent des ventes par Stripe. Et du coup, j'ai pu scaler ces fers à lisser là de février jusqu'à mai sur le marché français. J'ai fait à peu près 220 000 € de chiffre d'affaires pour 70 000 € de bénéfice, un truc comme ça. Et je me suis dit, en fait, c'est abusé. C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? En plus, je l'avais lancé en plein Nouvel An chinois, ce qui était super, pas du tout recommandé. Ouais. Et bon, bref, ça a bien marché. Après, je me suis dit, ok, à l'époque, j'avais une copine, je lui avais dit, de toute façon, si ça marche pour moi, je reviens en France. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis revenu en France pour me déclarer. J'ai voulu faire les choses bien, donc auto-entrepreneur. Et après, ça a continué à bien marcher. Cette même boutique-là, je l'ai faite en Espagne, en Italie. J'ai fait un peu d'argent, pareil. Et j'ai dépassé les plafonds d'auto-entrepreneur. Donc là, il fallait que je crée mon entreprise. Et à ce moment-là, je me disais, donc je commençais à me renseigner par rapport à la TVA, les impôts, les machins. Et je me disais, est-ce que c'est pas le bon moment là de s'expatrier, machin? Et j'y pensais fortement, mais je me suis dit, écoute Julien, t'as peut-être eu de la chance. T'es tombé sur un bon produit. Si tu pars à l'autre bout du monde et que ça marche plus, tu vas être comme un con. Donc écoute, fais les choses bien, crée ta société en France et si ça continue à marcher, tu partiras. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et je dois dire que c'était l'une des pires erreurs de ma vie de dropshipper. C'est clair. Quand tu me disais là, je disais, ah là là. Ouais. Non. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Et du coup, voilà. Donc j'ai continué la société française. J'ai eu un peu de mal parce que en été 2019, là, il commençait à y avoir des blocages. Les blocages Facebook, pour ceux qui connaissent un peu dropshipping Facebook, il a commencé à avoir des blocages qui commençaient à être de plus en plus durs. Été 2019. Et voilà. Et des fois, je suis tombé sur les produits winners et au bout de 2 semaines, je me faisais bloquer. Alors j'ai tout fait, j'ai changé d'ordinateur, j'ai changé de Wi-Fi, j'ai tout changé. Impossible. J'ai pris les comptes de ma mère, de mon père, de mon cousin, et pareil, je me les ai bloqués un par un. Avant de me dire, vas-y, ça me saoule Facebook, j'arrête. Et j'ai arrêté Facebook en octobre 2019. Et là, je me suis dit, vas-y, Google, ça m'a l'air pas mal. J'avais rencontré Léo, que t'as pas encore rencontré ici, mais sur un groupe Facebook. Et du coup, il m'avait dit, ah Julien, ouais, toi aussi t'es parti en Colombie, parce que j'avais mis un post à un moment sur le groupe de Yomi. J'avais mis un post comme que j'avais fait tant. Et en gros, voilà, ceux qui voulaient des coachings. Et du coup, j'avais raconté mon histoire, que j'étais en Colombie, machin. Attends, et à quel moment t'es parti en Colombie? 2016 jusqu'à 2018. Et du coup, là, c'était 2019, courant 2019. Ah ok, mais je veux dire, quand t'as fait ta boutique, t'étais en France. T'étais revenu à Dublin. pour faire ta société.
À Dublin, la première boutique que j'ai créée, c'était à Dublin. Ouais. Et quand ça a marché, je suis revenu en France. Ouais. Donc là, j'étais en France. Ok, vas-y. Là, j'étais en France et je me suis dit, ok, la France, là, je suis mieux financièrement. Je vais pouvoir voir si ça me plaît la France avec les expériences de voyage, machin. Je suis resté de mars jusqu'à juin et pareil, ça m'a saoulé. Malgré que je faisais pas un travail qui me déplaisait, au contraire, ça m'a saoulé. Et là, j'ai eu un pote, il m'a dit, vas-y, Julien, on part. J'ai un travail à Barcelone. Si t'es chaud, on va à Barcelone. Et du coup, je suis parti à Barcelone. De juin à peu près jusqu'à décembre. Et du coup, c'est à ce moment-là, juin à peu près, qu'il y a eu pas mal de blocages sur Facebook. Et là, je reprends là où j'en étais. Octobre, du coup, j'ai complètement arrêté Facebook. Je me suis dit, ok, on parlait avec Léo, qui lui avait commenté sur mon post de Yomi. Et parce qu'il était lui aussi parti en Colombie en 2016-2017. Et du coup, on s'était appelé, machin. Et c'est là où je me suis rendu compte que lui aussi, il faisait du Google. Et j'ai lancé ma première boutique de trottinettes électriques, qui n'a pas marché d'ailleurs, sur Google. Et là, encore une fois, la deuxième que j'ai lancée, ça a très très bien marché. Et du coup, c'était exactement ce que je voulais, que ça marche pour après partir au Panama avec Léo. Donc ça a marché avant Noël, ça a très très bien marché. Et après, je me suis dit, ok, en janvier, le 2 janvier, je suis parti au Panama, rejoindre Léo qui y était déjà d'ailleurs. Et là-bas, on a fait notre résidence. Pourquoi le Panama? Parce que c'était à côté de la Colombie et je m'étais dit, ok, bon, moi, déjà, j'optimise un peu ma fiscalité. Et en plus, je peux aller en Colombie quand je veux parce que c'est à 1 heure en avion. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Je suis arrivé au Panama et puis en mars, il y a eu la pandémie. Ouais. Voilà. Donc du coup, là, on a été enfermés pendant 6 mois avec Léo. On travaillait. Et après, du coup, je suis revenu en France parce qu'on était tout le temps enfermés. Le Panama, je pense que c'était encore plus strict que la France. On avait 2 jours par semaine où on pouvait sortir et à des heures précises. Et du coup, voilà, je suis revenu en France et après je suis revenu au Panama pour faire mes 6 mois de résidence fiscale. Et voilà, et je suis resté quelques semaines. Et en fait, je me suis dit, en vrai, le Panama c'est mort, c'est une bulle. Ça me plaisait pas plus que ça. Surtout qu'ils étaient encore dans la pandémie, il y avait des couvre-feux. C'était vraiment pas cool en fait. Je me disais, on va rester là-dedans pendant combien de temps? Et je connaissais un pote, David, de Mescla, là, que tu as rencontré, qui lui me dit, ah Julien, moi je vais à Medellín. Et moi, Medellín, je connaissais même pas. Après 2 ans et demi en Colombie, je connaissais même pas. Ah ouais? Non, je connaissais pas. Ah. Non, parce que j'avais pas de thune pour me dire, ah vas-y, j'y vais de vacances. Non, j'avais pas de thune. Donc je m'étais dit, bon, bah si je vais en Medellín, c'est parce que y a le business ou machin. Et il me dit, vas-y Julien, bah, j'arrive à Medellín le 3 novembre. T'es chaud? Je fais, bah vas-y, je suis chaud. Et je suis arrivé à Medellín l'année dernière, du coup, et encore une fois de plus, je me suis dit, mais en fait, c'est là, quoi. Ouais. Pourquoi aller à Dublin? Non, c'est là. Pourquoi chercher? Non. et du coup, alors, pour revenir un petit peu de quand tu disais, ouais, c'est la pire erreur que j'ai faite d'avoir créé ma société en France. Alors, explique un peu pourquoi tu penses ça. Pourquoi en fait, déjà, pour la France, c'est bien pour plein de choses. Pour plein de choses, je pense que c'est bien. Mais c'est vrai que nous, en tant que… Bon, après, c'est vrai que pour les auto-entrepreneurs, tu as l'AC qui est pas mal, ça te permet de pas payer tant d'impôts que ça. Mais c'est vrai que quand tu as une société en France, dropshipping surtout, c'est super galère parce que déjà, rien que par rapport à la légalité du truc, bon, maintenant, t'as pas le choix de le faire, mais par rapport à cette histoire de TVA, à l'époque, il y en avait, ils disaient non, t'es pas obligé de payer la TVA, donc même ça, c'était chelou. Ensuite, tu as des impôts qui sont de 33% sur la société, plus les dividendes, plus si tu te verses un salaire, ce qu'on appelle l'impôt sur les revenus. Donc du coup, tu es taxé de partout, quoi. Et moi, c'est ce qui s'est passé parce que ça a très bien marché, comme je t'ai dit l'année dernière en fin 2019 pour moi, au nom de ma société. Et j'ai payé en tout 80 000 € d'impôts. Donc, et je me suis dit, 80 000 € d'impôts, je ne sais pas s'ils méritent, l'État mérite de par leur aide que je leur donne autant, tu vois. Et je me suis dit, non, bah, c'était pas possible. Et c'est pour ça que je me suis dit, en vrai, non, je préfère optimiser et voilà. Mais résumé du truc, je pense qu'il faut quand même faut pas se dire, ok, je suis en France.
Dubaï, ça va me plaire, j'y vais et je bouge direct. Non, je pense que c'est bien d'y aller. Moi, c'est ce que j'aurais dû faire avec Léo, c'est d'aller au Panama, d'y rester plusieurs mois et de se dire, ok, est-ce que c'est vraiment un endroit où j'ai envie de vivre? Donc c'est bien de pas forcément d'optimiser sa fiscalité, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est pas ça qui va faire que tu es heureux, en fait. Donc nous, c'est pas qu'on était malheureux, mais en connaissant la Colombie qui était juste à côté, on s'est dit, mais en fait, on n'a rien à faire là, quoi. On n'a rien à faire là. Et du coup, voilà, c'est pour ça là maintenant on est résident panaméen, on a quand même pu faire tout notre tramité, on est résident panaméen, on peut revenir quand on veut, on peut même y vivre, mais c'est vrai que pour vivre toute l'année, plusieurs années, je m'y vois pas. Je m'y vois pas. Alors que Colombie. Colombie, ouais. Colombie, je me vois au moins 2-3 ans facile, quoi. Ouais, normal. Ouais. Bah toi. Ouais, de toute façon, de toute façon, j'ai vu tellement de vidéos sur la Colombie où je partage mon amour pour Medellín. Non, c'est clair que la Colombie, ça arrive juste derrière Miami. Ah ouais, ok, pour toi, ok. Ah bah, on est Miami. Alors Canada, c'est lourd aussi. Canada, c'est lourd. Pour y vivre, ouais. C'est vraiment lourd pour y vivre. Mais le froid là, c'est peut-être pas possible. Ouais, après ça dépend ce que t'aimes. Ouais, Miami et Medellín, c'est juste en dessous là. Hein. Non, c'est clair, c'est clair. Si jamais genre je peux pas vivre aux States pour je sais pas, quelle que soit la raison, je pense que je vivrai à Medellín. À Medellín, ouais. Non, mais c'est vrai. Et puis en vrai, Medellín, moi je l'ai connu justement cette année-là. C'est vraiment Medellín, c'est le mieux de la Colombie, quoi. En termes pour vivre, c'est la meilleure ville. Donc en fait, ça faisait 2 ans et demi qu'avant j'étais en Colombie. Le reste, c'est super bien aussi. Mais Medellín, t'es au max, quoi. C'est vrai, c'est clair. Moi, j'ai fait juste Bogota. J'ai pas kiffé. Non, déjà il fait froid. Ouais, il fait froid. C'est dangereux en plus. En plus, c'est dangereux. En plus. Rien que bon, quoi. Non, ouais. Mais après, quand je suis venu ici, ça n'a rien à voir, les gars. On est bien ici. Il fait beau. Ouais, il fait beau. Les filles sont belles. Les filles sont très belles. La communauté le sait. Voilà. La communauté des gens au courant. Mais il le voit pas. Ah, il ne le faut pas. Ben, ça faut venir, les gars. Donc, t'as pas besoin d'être timide là-dessus, ils sont courants déjà. Tu passeras pas pour un charreau ou un truc. Donc, ok. Donc, du coup, t'as continué avec Google et tout? Donc, j'ai continué avec Google. J'ai eu du coup pas mal de blocages. Quand j'étais au Panama, on a eu des blocages. Et là, avec mon pote Léo, pareil, lui, il était bloqué. Et on se disait, mais c'est quoi? Pourquoi on se fait bloquer? Alors, est-ce que c'est la pandémie? Je pense que ça y a joué. La pandémie, plus on se disait, ça se trouve, c'est le fait qu'on soit expatrié au Panama, plus le fait que, voilà, on avait créé une société aux États-Unis, machin. On disait, ça se trouve, c'est peut-être ça aussi. Google, il l'aime pas, machin. Et du coup, on a été bloqué pendant plusieurs mois. Et voilà. Mais moi, là, maintenant, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai trouvé un peu, j'ai pu savoir comment faire pour ne pas être bloqué. Parce que j'ai tout essayé. Encore une fois, j'ai même pour te dire, j'ai créé une société en Irlande sous le nom d'un pote à moi. Du coup, pour qu'il y ait la carte bancaire avec un autre nom, une autre société qui soit pas aux États-Unis, parce que je me suis dit, ça se trouve, ça va être chelou. Pour créer un compte, pour recréer un compte. Et malgré ça, je me faisais encore bloquer. Donc je me suis dit, voilà, donc c'était pas ça, j'ai tout fait, carte bancaire de ma mère, tout bloqué tout le temps. Et maintenant, là, depuis plusieurs mois maintenant, je crée des comptes Google Ads et il n'y a pas de souci, donc là ça marche nickel. Donc voilà. Donc là on est toujours dessus. Après maintenant j'ai un peu diversifié, je fais pas que ça, je fais crypto-monnaie, les robots aussi un peu pour avoir des revenus passifs. iMarketing pour ceux qui connaissent et voilà. Et du coup, c'est quoi la solution? Tu as fait comment pour pouvoir s'il y a des gens qui sont bloqués là, ils sont sur Google, ils sont bloqués, tu peux les aider? Alors je peux les aider, si vous voulez, je vous donnerai, je mettrai un lien en dessous de la vidéo et puis vous pourrez prendre un rendez-vous téléphonique, on pourra s'appeler et puis en fonction de votre problème, je pourrais vous aider. Parce que ça dépend en fait. Si vous voulez débloquer un compte qui est déjà bloqué, c'est autre chose que si vous êtes bloqué et que vous voulez créer un nouveau site. Donc ça dépend. Et puis même par rapport si vous voulez des aides pour optimiser vos campagnes sur Google Ads. Et voilà. Et puis du coup, voilà, c'est tout. Et du coup, toi tu penses vivre genre
combien de temps? Tu as dit 2-3 ans, mais après tu peux Ouais. aller où après? En vrai, je sais pas. Parce que c'est vrai que première option, c'est Colombie sûre, Medellín. Ouais. Après, si j'ai une copine, enfin là j'ai déjà une copine, mais si ça se passe bien avec elle, que peut-être au bout d'un an et demi, on se dit, voilà, ou 2 ans, on a peut-être envie d'autre chose, peut-être que je reviendrai. Enfin, revenir en France, c'est pas forcément le plan, mais pourquoi pas l'Espagne? Parce qu'elle, vu qu'elle parle espagnol, moi l'Espagne, j'y suis déjà allé, je trouve que c'est un bon compromis entre les deux. Donc pourquoi pas l'Espagne? S'il y a un endroit où je devrais partir dans les prochaines années, ça serait l'Espagne. Et si je partirais, ça serait parce que je partirais avec ma copine. C'est pas juste parce que j'ai envie de partir là-bas. Ouais. Mais sinon, dans la Colombie. Hein. Ouais, et ben, du coup, c'est bien en plus que tu vas pouvoir faire un retour aussi sur. Parce que j'avais fait une vidéo sur les différences entre les Colombiennes et les femmes De Europe, le reste. partout, Ouais. le reste du monde. Ok. Enfin, de ce que j'ai vu en fait, en vérité. Hein. Parce que j'ai fait les États-Unis, Brésil, République Dôme, Canada et France. Ok. Voilà. République Et Dôme, donc, ça du coup, doit toi, être- comment tu vois la différence, les femmes, comment elles sont ici? Comment elles sont ici en termes caractère, en termes Ouais, physique, caractère. physique. Ouais, caractère, physique. Bah déjà pour moi, enfin pour nous, hein, je pense que tu me contrediras pas. Ouais, non, mais moi je te dire pour pas que les gens disent après, ah, peut-être que c'est que Jonathan qui dit ça, peut-être que c'est pas vrai, tu vois. Non, mais déjà les femmes ici, c'est pour moi à Medellín même, en Colombie en général, mais surtout à Medellín, c'est les femmes les plus belles au monde. Déjà ça c'est clair et net, et surtout c'est accessible. C'est-à-dire que elles sont super gentilles, super sociables, que ce soit les Colombiennes ou même les Colombiens. Ils sont super sociables. Il y a vraiment moi je trouve ici il y a une bonne énergie en fait. C'est ça, tu te sens bien. Ouais, clairement. Tu sors dans la rue, tu te sens bien. Tu parles aux gens, ils te mettent bien tout le temps. Même si tu parles pas trop espagnol, ils vont dire ah tu parles bien. Enfin tout le temps ça va être positif. Tout le temps ça va être positif. Même si tu sais pas danser, ils vont te dire ah mais t'inquiète Donc non, en vrai, ici, tu peux. Moi, c'est là où je suis le plus heureux. Je me sens bien, c'est moins cher, la vie est moins chère, il fait beau toute l'année, les femmes sont super belles, les soirées quand t'es célibataire, c'est la folie. Non. C'est pas. Je connais pas la Thaïlande. Toi non plus, je crois que t'as jamais été. Mais pour ceux qui connaissent la Thaïlande, enfin. La Colombie, c'est pas, faut pas avoir un préjugé de ouais, c'est que des putes ou machin. Non, il y a des filles très très bien et qui sont aussi indépendantes des fois et qui gagnent leur vie et t'es pas obligé de tout le temps. Voilà, c'est ça. Et ouais, et après mentalement, ouais, c'est des filles bien, hein, c'est des filles bien qui sont, je pense, comme on disait tout à l'heure. Qui ont beaucoup d'amour à donner aussi, qui sont agréables. Ouais, c'est clair. Donc non, et puis il y a tout type, hein, blanche, métisse, blonde même, il y en a. Ouais. Pas beaucoup quand même. Pas beaucoup, non. Mais bon. Bon, Donc, voilà. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est clair que vous le savez maintenant, tu le sais. Donc voilà, si jamais tu veux créer ton business en ligne, t'as tout en description. C'est simple, pas ça. Voilà. Et non, c'est pas dangereux. Alors, est-ce que c'est dangereux? Non. Bah, je dirais même que en France, c'est limite plus dangereux. Hein. Ouais, c'est pas fou. En vrai. Enfin, je sais pas. Enfin, ouais. En vrai, ça dépend. En fait, c'est comme partout. C'est-à-dire que si en France, tu vas dans un quartier où tu sais que t'es pas le bienvenu après 18h, bah, il va te passer des trucs. Bah là, c'est pareil. Ouais. C'est que si tu sais pas où tu marches à des endroits, il se passera des trucs. Mais il n'y a aucune raison qu'il se passe des trucs si t'es quelqu'un de normal, en fait. Il t'est déjà passé des trucs, toi? Non. Et moi, en 3 ans, rien. Medellín, non. Bogota, non. Bogota, je sens que c'est dangereux. Tu vois. Ouais. Je sens que c'est dangereux, tu le sens. Medellín, ils disent Medellín ici. Medellín, non, franchement, même après 18h, 19h. Ouais, même pas. Ça va pour les quartiers, en fait. Ouais. Alors, je connais pas les mauvais quartiers, en fait. C'est où les mauvais quartiers? Bah, je pense vers le centre, là, tu sais, Prado, tout ça, là. Ah, je comprends. Vers là-bas. Mais bon, encore une fois, qu'est-ce que tu foutrais là-bas le soir T'as rien à faire. Laureles, là où tu vis, c'est tranquille. Poblado, là où je vis, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Non, Poblado, il y a la police. il y a la police. Donc, non, c'est pas dangereux. On est loin de Pablo Escobar, parce que des fois, à chaque fois, les gens font ouais, mais Pablo Escobar ou quoi? Ouais, c'est vrai que. Ils savent pas. En fait, ce que je disais dans une de mes vidéos, c'est que
Les Français, en fait, ils savent pas en fait la Colombie. Oui. C'est lourd. Ils voient que Pablo Escobar. Ouais, voilà. Ouais. Alors que les Américains, ils sont courants. Ils sont courants, ouais. Parce qu'ils sont tous ici. Ils sont tous ici. Ils sont tous ici toute l'année. Ils ont compris depuis longtemps. Ils sont complètement... Ah ouais, j'ai tapé sur YouTube en anglais Colombie machin, mais les gars, il y a Ouais, 50 t'as vu millions de vidéos Ouais. qui parlent de la Colombie, Brésil, Ouais. etc. Nous, complètement à la ramasse. À C'est part clair. Thaïlande, C'est clair. Phuket, voilà. C'est ce vrai. qu'on connaît, mais la vérité, Non, c'est la que- Colombie, en vrai, c'est pas du tout Pablo Escobar. Et d'ailleurs, même, faut le dire, hein, ici, si tu parles de Pablo, si tu dis Pablo Escobar, machin, des Colombiens, c'est pas forcément leur fierté, quoi. Ils vont pas dire ah ouais, trop bien, il a buté tout le monde, c'était génial. Ouais, ouais. Parce qu'il faut bien comprendre que Pablo Escobar, pendant qu'il était là, c'était la guerre ici et c'était le pays, je pense, du monde le plus dangereux. Hein. Il y avait des morts tous les jours, ils faisaient exploser des bombes partout dans la ville, Medellín hein, d'ailleurs, Medellín, Bogota. Donc, et depuis qu'il est plus là, la ville elle s'est développée. T'as vu, c'est super stylé quoi. La ville, elle est super belle, Moi, je trouve que c'est super propre. Enfin, et du coup, je pense que c'est ça aussi que vu qu'ils ont avec cette guerre-là de Pablo Escobar, ils ont jamais vu des étrangers. Là, après Pablo Escobar, du coup, les étrangers ils commencent à venir petit à petit parce qu'ils ont toujours cette peur. Et du coup, les gens, vu qu'ils voient pas, bon maintenant Medellín si, mais Sauf les Américains. Les Sauf- Américains, ils ramassent. ils s'en ramassent. Ouais. Voilà. Mais c'est pour ça que les Colombiens, je crois, ils sont encore curieux de nous, des étrangers, de ce qu'il n'y a pas dans d'autres pays. Par exemple, tu vas en Espagne, en vrai, t'es français, ils s'en battent les couilles. Ouais. En Irlande, ils s'en foutent aussi. Enfin, Ah ouais en Europe, ouais, bah, ils vont pas être aussi curieux Ah que. ouais. Bah, tu vois, moi, j'ai pas ressenti le même truc. Non. Par exemple, moi, quand j'étais au Canada, moi, je trouve que aux States, quand t'es Ouais. français, c'est plus puissant que quand t'es ici. Parce qu'ici- Ah ouais. Ah ouais. Ok. Parce que par rapport à. Ben, je sais pas, t'es français, c'est super exotique, je sais pas, c'est. Les gens disent oh, amazing, tout ça. Ah ouais, quand t'es français, T'es le roi du- Jamais. t'es le Les roi meufs du- qui n'ont jamais vu de français de leur vie. Bah ici non plus. Hein. Après t'as C'est Medellín. vrai français, ouais. Après t'as Ouais, j'ai un Medellín. Medellín, ouais, je parle de Medellín. Parce que Medellín, ils ont l'habitude d'avoir les étrangers. Des À chaque fois, étrangers, ils me parlent, ouais. Il y a beaucoup d'Indiens. Moi, je dis Canada, Pakistan, j'ai entendu Ah ça. ouais, aussi. c'est vrai. À chaque fois, il y a mis ça, ça revient. Ok. Moi, je suis dans un Uber, à chaque fois, je pose la question. Ok. Américain, Pakistan, Costa Rica. Ah ouais, ok. Ouais, beaucoup de. Vénézuélien. Vénézuéliens, ils ne parlent pas, ils me disent pas ça parce que je pense que c'est la famille là. Ouais. Là, ils sont C'est la massifs, famille. là. Ouais, donc moi j'avais ressenti ça. Ouais. Français, bon après ça reste toujours, évidemment, quand t'es français, Oui, peu importe où t'es, dès que tu sors, Ouais. t'es bien. t'es bien. Voilà, ça c'est sûr ça. Bonne image quoi. Et encore des fois, tu sais ici ils disent d'ailleurs que tu sais, les Français se lavent pas. T'as déjà entendu ce Sérieux qu'ils disent? Ouais. Non, j'ai pas entendu ça. Ils disent ouais, tu te douches toi? Bah oui, je me douche. Qu'est-ce que tu crois Tu crois qu'il n'y a pas d'eau chez nous Ah ouais Il y a plus d'eau que nous, chez nous que chez vous. Calmez-vous les gars. Ah Non, si, c'est cette réputation là. Les Français se baignent pas, machin, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais. Alors j'ai déjà entendu ça, mais je pensais pas que en Colombie. Ah bah si, grave. Ah ouais. Ouais, ils le disent pas parce que des fois ils vont pas te le dire parce qu'ils ont pas. C'est vrai, les Colombiens ils ont pas envie de te mettre mal à l'aise ou quoi. Ouais. Mais dès que tu dis français, eux c'est ce qu'ils pensent. Hein. C'est, tu t'en parleras d'ailleurs aux Colombiens, tu dis tout Ouais, pièce. je leur demanderai, Tu ouais. dis tu penses qu'on se douche pas Ah tu ouais, verras. d'accord, moi je savais pas. C'est un peu le mythe qu'on a Ah ok. de crado. Ah, ok, bon, bah, je savais pas. Mais, non, mais je sais que les Américains. Et par contre, il y a plein d'étrangers, mais les gens ils aiment bien quand même les étrangers. Il n'y a pas de problème. Ouais. Peu importe Ouais. quel type d'étranger, ils Ouais, sont exactement. tous super sociaux. Tout Ouais. le monde à la côte. Ouais. Tout le monde à la côte. De toute façon, même les Colombiens eux-mêmes en vrai. Ouais, bah oui. Euh. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Mais c'est vrai que tu te sens bien en fait ici. Peu importe si t'es africain, asiate ou européen, Ouais, carrément. tu peux que te sentir bien ici. Ah bah, je sais pas si je te l'avais dit la dernière fois, mais ici j'oublie que je suis noir. T'oublies que t'es noir Ouais. parce que. Bah, parce que les gens ils font. Je sais pas, ils font pas de différence en fait. Ah ouais, non. C'est Non. un truc un truc que je peux ressentir en France, Ok. Ah, aux sérieux? États-Unis, ouais. Mais ici, Zéro. ouais. Aux États-Unis aussi? Ouais, bah oui, tu ressens quand même. Ok. C'est différent, tu vois. Ok. Et, Canada, non. Canada, non. Et Colombien, pareil. Mais Colombie, je m'attendais à un truc comme ça, qui quand même fasse la différence, comme dans les autres pays, quoi, du Ouais, match. Parce qu'ici, la majorité des personnes sont de couleur blanche, tu vois.
Ouais, c'est vrai. Bah oui, quand même, quand tu regardes. Un Medellin, ouais. Et pour te dire, j'arrive à oublier que je suis noir. Alors que Ouais. pourtant, je sors de la rue, je suis d'être le seul noir à 10 km, j'en vois jamais des noirs. moi. Ouais, Tu c'est vois. vrai. Et j'oublie. Ouais, en fait, tu te sens bien, quoi. Ouais, les gens, ils font pas de différence. Ils s'en fichent, quoi. Exactement. C'est ouf, ça. Ça, c'est ouf. Ouais, non, mais c'est vrai. Même moi, des fois, je vois, pareil, je pourrais avoir une tête qui n'est pas colombienne, mais encore une fois, des fois, même après plusieurs années ici, il y en a qui me disent ah ouais, putain, mais tu pourrais grave être un païssa. Enfin, païssa, c'est les gens de Medellin. Ouais, les gens de Medellin. Et d'autres, ils disent ah non, toi, ta tête européen direct. Alors, bah, en vrai, je sais pas. Même moi, je sais pas, mais en tout cas, quand je marche dans la rue, c'est vrai qu'on. Je pense que c'est plus par rapport à notre style vestimentaire qu'ils peuvent nous reconnaître aussi. Tu penses? Bah ouais, je trouve des fois, on s'habille pas pareil que les Colombiens. Hein. Moi, je trouve que ça va quand même. Ça va, ouais. Ouais, c'est possible. Ouais, en vrai, En si. tout Hein. cas, mais je trouve qu'ils s'habillent quand même. Ouais, ils s'habillent bien, ouais, ils sont s'habillent propres. Les Ouais, ils Colombiens, sont propres. les Colombiens, ils s'habillent quand même propre. Ouais, non, c'est clair. Non, c'est pas. La Colombie, c'est pas. T'arrives, bidonville, je sais pas ce que les gens pourraient. Ouais. Grosse pauvreté. Il y a. Ah ouais, Ouais, il y a. c'est pas ça. Il y a, mais. Ouais. Moi, Medellin, non. Par contre, ils font la différence parce que moi, je sais qu'il y a des meufs qui m'ont dit les Américains savent pas s'habiller. Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, tout le monde l'a dit ça. Ok. Moi, je le savais. Mais. Et toi, quand t'as été là-bas, tu le vois qu'ils savent pas s'habiller? Bah, c'est évident. Ah ouais, ok. Par rapport aux Français, tu vois, c'est. Ouais, nous, on a un peu plus la Non, classe, quoi. ouais, on a quand même, on sait s'habiller quand même. Ok. Mais genre, mais elles ont vu que les Américains, ils s'habillent pas, ils ont pas de style, ils ont pas. Et c'est quand même un truc important pour eux, ici. Oui, c'est vrai. De bien s'habiller. De bien s'habiller, c'est vrai. D'être propre Ouais. sur soi, Fashion, ouais. propre. Même Ouais. s'ils ont pas d'argent, ils sont propres, les gars. C'est clair. C'est clair. Non, c'est clair. Ok, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, on a débordé un petit peu, on a parlé un petit peu de Medellin. De toute façon, vous aimez ça quand on parle de la Colombie. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu pourrais donner par exemple des conseils à des personnes qui vont se lancer dans le business, E-commerce ou peu importe? peu importe, d'une manière générale, tu vois. Non, ben moi je pense qu'il faut y croire. Hein. Faut y croire. Quand tu as une idée, faut la madurer, la mûrir, l'idée. Voilà. Des fois je mélange avec C'est l'espagnol. Ouais. Madurar. Ouais. Madural, ok, Ouais. ça fait un nouveau mot, très bien. Et, et du coup, ouais, faut mûrir son idée, mais faut y croire, faut toujours y croire. Je pense que c'est ça qui fait qu'à la fin tu réussis. Et encore, moi je me considère pas comme quelqu'un qui a réussi énormément, mais disons que j'ai passé la première étape de déjà plus trop penser à comment je peux manger, je peux sortir, machin. Après, il y a l'étape supérieure où là tu as envie d'acheter directement je sais pas, plusieurs apparts, machin. Ouais. Mais non, je pense qu'il faut y croire, bien se renseigner. Et puis je pense au début, moi ça a été mon cas et je pense que c'est pour le cas de tout le monde. Au début, faut y aller, quoi. Si tu travailles, c'est pas une excuse. Tu travailles, moi je travaillais de 8h du matin à 18h. Le soir, je rentrais, je travaillais de 19h à minuit. Voilà. Ouais. Donc, je mangeais en travaillant et j'ai fait ça pendant 2 mois avant que ça marche au début. Donc, pas énormément de temps non plus, mais parce que ça a marché. Ouais, mais tout ça pour dire qu'en vrai, que tu travailles ou pas, des fois, après, des fois, c'est vrai qu'il y a la copine, il y a machin, mais du coup, faut savoir ce que tu veux, en fait. Faut savoir ce que tu veux à l'instant T. Si tu veux que ça marche, faut que tu t'en donnes les moyens, faut que tu risques un petit peu d'argent parce que bien sûr, il n'y a rien sans rien. Et voilà, et après, tout en se fixant des limites. Par exemple, je pense que si tu as 2000 € sur ton compte, tu te dis, en dessous de 1000 €, je vais être dans la merde. Tu te dis, ok, jusqu'à 1000 €, je fais tout ce que je peux, et si ça marche pas, là, je me remets en question, je travaille peut-être un peu plus, je change peut-être de business. Mais non, toujours croire, être motivé aussi, essayer de s'entourer de gens qui ont réussi dans ton domaine. Pour avoir des tips et du coup gagner un peu de temps et économiser de l'argent. Et voilà. Et du coup, tes parents, ils ont dit quoi par rapport à tout ça quand tu te lançais un peu? Alors eux, ils pensaient que c'était de l'arnaque. La formation que j'achetais, ils ont dit non, c'est de l'arnaque car Yomi disait ouais, tu peux faire 40 000 € en 24 heures. Il dit mais Julien, t'es con ou t'es con ou tu fais exprès? Et non, et après, vu que ça a marché assez rapidement, ils ont dit ah ouais, en fait, c'est pas mal. C'est pas mal ton truc. Et voilà. Et tout ça pour dire qu'en fait, faut pas écouter. Même j'en parlais à mes potes, pour te dire, hein, mes potes qui étaient avec moi en Colombie. Donc, on avait entrepris ensemble, on avait quand même la mentalité. Je leur en avais parlé, ils m'ont dit non, mais c'est de la merde ça, fais pas ça, machin. Et au final, rien, j'ai écouté personne.
et ça a plutôt pas trop mal marché, quoi. Donc c'est pour ça, je pense, faut y aller comme de ton ressenti, quoi. Ouais. Regarde, toi c'est pareil, tu fais tes vidéos YouTube, t'y vas à fond et ça paye. C'est ça en fait. Et même ça n'a pas payé au début, j'imagine. Bah non. Ça payait pas au début, t'y allais. Et il faut avoir la foi en fait. Je pense que c'est ça, il faut avoir la foi en ce que tu fais, y donner du cœur. Même si t'es pas le meilleur, moi je suis, j'ai pas fait des études, je sais pas trop bien écrire. Enfin, je sais écrire, mais je suis pas le meilleur en copywriting, loin de là. Je fais des fautes, du coup, si tu fais des fautes, tu prends un truc correcteur d'orthographe. Enfin, il y a toujours des solutions à tout, quoi. Donc, faut réfléchir. Et puis Google, comme il disait d'ailleurs Yomi, 90% des questions que tu te poses, tu les poses à Google, il a la réponse. Donc déjà, tu fais ça, c'est un gros travail de fait. Et après, les 10%, c'est les contacts ou l'expérience ou c'est ça. Hein. Mais il y a un truc important que tu as dit là, c'est malgré tu avais des amis avec qui tu avais déjà entrepris, quand tu leur as parlé de ça, malgré, comme c'est des choses qu'ils ne connaissent pas, du coup l'ignorance en fait. Voilà, c'est ça. C'est l'ignorance. Et des fois, souvent, c'est ça que je dis, si vous voulez des conseils ou savoir ce que vous devez faire, quelque chose ou pas, demandez vraiment à la personne qui a déjà fait exactement ce que vous avez fait. Exactement. Même si l'autre il est multimillionnaire grâce à l'immobilier, il connaît pas du tout Internet, ça ne sert à rien de lui demander est-ce que je vais lancer un business sur Internet. Non, ça sert à rien. Et d'ailleurs, pour revenir à la question, Yomi, moi, avant de prendre sa formation sur Instagram, à l'époque, il mettait des messages. Enfin, en gros, il faisait des stories où il montrait les messages des gens qui disaient ah voilà, pour moi ça a super bien marché, j'ai fait tant machin. Et en fait, je regardais le nom des personnes sur la story, je les ajoutais sur mon Facebook et je leur parlais. Et en fait, j'ai fait comme ça à la base. J'en avais contacté 5, je les avais appelés pour voir si c'était pas de l'arnaque. Et tous ils m'ont dit non, franchement la formation de Yomi elle est trop bien. Moi je fais tant machin. Et là je me suis dit en fait voilà, c'est bon. Et il y a ça, ouais. Il y a ça que j'avais fait pour être sûr avant d'acheter. Ouais. C'est vrai. Donc, mais oui, non, tout ça, pour moi, tout est de l'ignorance en fait. Parce que même la Colombie, pour moi, juste viens. En vrai, juste viens, 3 mois et tu verras. Hein. Le problème, c'est s'il vient 3 mois, il va pas repartir. Ouais, c'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le truc. Donc, et c'est pareil pour tout en fait, je pense. Mais c'est exactement ça. Mais en fait, moi, ce que j'ai vu, à force, tu vois, de m'enseigner sur différents piliers, que ce soit la santé, les relations et l'argent. Là, en ce moment, les relations, je suis toujours intéressé, mais là, c'est ces derniers temps où je me suis mis un peu dedans, mais j'ai toujours kiffé. Chaque pilier, frère, tu t'aperçois que les gens, ils connaissent rien, en fait. Ouais, non, mais complètement. Les gens, ils connaissent rien, c'est pour ça que tout le monde fait n'importe quoi, et pour ça que tout le monde échoue dans tout, en fait. Ouais, non, mais c'est ça. Et puis, c'est impossible d'être... tu peux pas être bon. Quand tu lances un truc, tu peux pas être bon en tout. Ouais. Ça, faut l'accepter. Et voilà, tu essayes de faire de ton mieux et c'est tout. Et puis après, quand tu as un peu plus d'argent, tu peux prendre des personnes qui sont expertes en copywriting pour faire tes pages de vente, tes machins. Tu peux prendre quelqu'un qui est un graphiste ou un développeur pour faire tes sites super bien. Mais tout ça, ça se fait après, quoi. Ça se fait quand tu as un peu plus de capital. Et ça t'empêche pas. Mais tout ça pour dire, c'est l'ignorance. Pour moi, l'ignorance, faut essayer. Et pour se rendre compte soi-même en fait. Et comme tu dis, tu as raison, si tu ne demandes pas à la personne qui l'a déjà faite et qui a fait exactement ce que tu veux faire, tu n'auras pas une vraie réponse à ta question. Ça, tu as totalement raison. Ouais, clairement. Ça peut être une bonne réponse. Par exemple, moi, je suis plus que sur du marketing en ligne. Ouais. Mais j'ai une mindset quand même pour te dire, si jamais tu veux faire une franchise, je peux te dire, vas-y, fais-le. Ouais. Ça change rien. C'est un peu bête parce que tu vas te prendre du 10% de bénéfices. Au moins, ouais. C'est 10% de bénéfices net parce qu'à l'époque, je l'ai lancé dans ma franchise et j'avais payé d'ailleurs quelqu'un, un master franchisé, pour avoir un rendez-vous avec lui pour poser des questions et savoir vraiment comment ça fonctionne, tu vois. Ouais. Et là, il m'avait dit, à l'époque, j'avais déjà lancé mon business en ligne sur le saxophone et lui, il m'avait dit, il te reste 10% net. 10% c'est où? Ouais. Il m'a dit tu restes 10%. Si tu es dans le service, il te reste entre 10 et 20. Ok. Mais si tu vends un produit comme ça, parce que lui, je crois qu'il y a un truc de fleurs, un truc, il m'a dit c'est 10% net. Ok. Après, il m'a dit 10% net. Je lui ai dit je vais retourner dans mon business en ligne et on va se focus là-dessus. Parce qu'en fait, c'était au moment où j'hésitais un peu. J'avais commencé le business en ligne, c'était nouveau.
Mais j'ai commencé à faire de l'argent. Tu vois, je crois que je faisais 2 000 euros par mois. Sur le lancement, j'ai fait 20 000 euros en une semaine. Ah ouais, bien. Mais moi, comme tu sais, je connaissais rien dans le business. Ok. Pour moi, c'était normal. Je vends un truc, j'ai tout l'argent, tu vois. Ouais. Mais là, en fait, c'est là que j'ai compris qu'il y a bénéfice et il y a chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Tu vois, Chiffre d'affaires, ça veut rien dire. Et donc, tu vois, moi, je savais pas tout ça. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, bah attends, mais si jamais je fais 1 million, ça veut dire qu'il me reste 100K dans ma poche. Et je me suis dit, mais attends, mais les 100K. Tout ça pour 100K. Autant que je continue dans le business en ligne, vendre des formations et faire 100K tout simplement. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai la même chose en fait. Et t'as la même chose. En moins longtemps. Voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. Alors, est-ce que c'est plus facile ou moins ça se discute, mais en tout cas, je me suis dit, autant que je fasse un truc, c'est automatisé. Ouais. Non, c'est clair. En plus, ouais. Ouais, c'est automatisé, boum, boum, j'ai pas forcément de service client, j'ai pas un produit, j'ai pas de problème de livraison, j'ai pas machin. Boum, boum, boum. Et aussi, je dirais, faut aimer ce qu'on fait aussi. Ouais. Parce que moi, je t'avoue, et je pense qu'on est tous un peu dans le même cas, quand tu commences un business, en vrai, c'est pour faire de l'argent. On a beau dire, machin, en vrai, ce que tu veux, c'est être bien et être libre. C'est ça les trucs. Après, une fois que tu es bien et que tu es libre, la question, c'est est-ce que tu as envie de faire ça toute ta vie ? Donc oui ou non. Ou est-ce que tu as envie de te spécialiser dans un domaine spécifique parce que tu aimes bien ? Et c'est pour ça, en fait, faut pas… Au début, c'est normal, tu es déter parce que tu as juste envie de te sortir de la merde. Mais après… faut faire quelque chose qui te plaît et c'est ce qui fera que tu restes dans le temps en fait. Parce que si tu veux juste l'argent, ça marchera, mais il y a un moment où tu vas être épuisé toi psychologiquement parce que ça te plaît pas en fait. Ça te plaît pas ou sinon tu auras suffisamment d'argent et du coup tu n'auras pas de motivation pour aller encore plus loin. Ouais. Mais tu vois, tu seras plus motivé. Ouais, c'est ça. Des fois tu peux des fois un peu tourner en rond, tu te dis pourquoi je fais ça. Donc non, c'est pour ça que des fois aussi de faire des coachings, c'est de l'accompagnement, c'est bien parce que t'apportes une vraie, entre guillemets, une vraie valeur humaine aussi. C'est une vraie valeur aussi humaine parce que des fois derrière notre écran on est là et ce qui est bien des fois c'est d'avoir des contacts quoi. Ah clairement. Donc c'est sûr. Mais de toute façon moi si j'avais pas fait des coachings, si j'avais pas fait coaching, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Voilà. Ouais. Donc, de toute façon, chaque fois que j'ai passé un palier, c'est quand j'ai une nouvelle connaissance que j'avais pas. Parce qu'en vérité, si on appelle les résultats qu'on veut, c'est parce qu'il te manque une info. Parce qu'il y avait quelqu'un qui fait la même chose que toi qui est niveau dessus. Ouais. C'est un truc que tu sais pas. Ouais, c'est vrai. Il fait un truc que tu fais pas. Que tu fais pas. Ouais, c'est clair. Ou sinon, tu fais le bon truc et il faut peut-être patienter encore un peu. Mais si jamais ça fait 1 an que tu as stagné, c'est qu'il y a un truc. C'est qu'il y a un truc que tu. Ouais, bien sûr. Tu sais pas, tu vois. Et donc voilà, je sais même pas pourquoi je dis ça. Mais donc voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. Tu vas rajouter un truc que je coupe la vidéo ? Non, c'est bon. On est bon ? On est bon, ouais. On a fait le tour. Voilà. Donc les gars, n'hésitez pas, je mettrai tes liens pour tous les gens qui sont bloqués sur Google. Là, vous êtes bien tombés les gars, vous êtes sur la bonne vidéo. Et pour tous les autres qui veulent se lancer dans le business en ligne, vous avez ma formation Pirate Marketing où tu peux avoir accès sans sortir 1 euro de ta poche, c'est 100% financé par le CPF. Donc si tu sais pas c'est quoi de toute façon, tu cliques sur le lien, tu prends rendez-vous. Il y a Céline qui va te répondre au téléphone, elle va tout faire pour toi, le dossier, tu n'auras rien à faire. Et après, à la fin de l'appel, elle te donnera les liens pour que tu puisses accéder à Pirate Marketing qui te permettra d'atteindre les 5K par mois au minimum, si jamais tu fais les choses correctement. Donc voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à mettre ta j'aime, je l'ai déjà dit je crois. Ouais, je l'ai déjà dit. Ouais. Remets quand même. Okay. Et un j'aime pas parce que tu penses que c'est pas vrai, que c'est de l'arnaque et tout ça. Et sinon les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. C'est ton camp. Nous on est en Colombie, tu vois. Voilà.